Il est 8 heures ici à Paris. Et il est aussi 8 heures à Berlin. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct. Nous sommes ensemble encore pendant 2 heures. Voici les titres de ce mercredi. Et oui, pourquoi Berlin? Parce qu'Olaf Scholz s'apprête à devenir le nouveau chancelier de l'Allemagne. Le social-démocrate doit être élu par le Bundestag tout à l'heure à 9 heures heure de Paris, dans une heure autrement dit. Il prendra ainsi la suite d'Angela Merkel. Son gouvernement de coalition prêtera serment dans l'après-midi et sera rapidement confronté à un défi majeur. Entre autres, une flambée épidémique du Covid-19 en Allemagne. On fera le point en compagnie d'Anne Maillet depuis Berlin dans un instant. À la une, cette question, qui est l'homme arrêté hier à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle? Ce Saoudien, interpellé peu avant son embarquement pour Riyad, serait l'un des meurtriers présumés du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. On sait peu de choses sur les raisons de sa présence en France. L'Arabie saoudite, de son côté, affirme que l'homme arrêté n'a aucun lien avec l'affaire et demande sa libération. La Turquie avait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Et puis les États-Unis redoutent une escalade militaire russe contre l'Ukraine. La Russie craint une expansion de l'OTAN à ses frontières. Pendant plus de 2 heures, Joe Biden et Vladimir Poutine ont fait part de leurs craintes lors d'un entretien par visioconférence. Le président des États-Unis envisage des sanctions économiques fortes en cas d'escalade militaire. Le Kremlin et la Maison-Blanche ont toutefois convenu de continuer à dialoguer sur cette question de l'Ukraine. Voilà pour les titres. À 8h15, je vous propose de rencontrer une légende du cyclisme tricolore. Difficile de dire autre chose. Quintuple vainqueur du Tour de France au palmarès inégalé. Celui qu'on a appelé affectueusement et avec admiration le blaireau. Bernard Hinault sera mon invité. À fond la forme, Damien, après l'info. En Allemagne, Angela Merkel est en train de s'apprêter à tirer sa révérence. Dans près d'une heure, elle ne sera plus chancelière. Olaf Scholz va lui succéder. Le social-démocrate doit être élu chancelier par le Bundestag. On prend tout de suite la direction de Berlin pour en parler en compagnie d'Anne Maillet. Bonjour, vous êtes notre correspondante dans la capitale allemande. C'est évidemment une journée historique pour le pays. Quel est le programme de cette journée ? Eh bien, la nouvelle majorité parlementaire au Bundestag à Berlin va se réunir à partir de 9 heures aujourd'hui pour procéder à l'élection du nouveau chancelier Olaf Scholz qui prêtera ensuite serment. Les ministres du nouveau gouvernement dit feu tricolore entreront en fonction vers 13h30 et à 15h. Le chancelier social-démocrate se rendra à la chancellerie pour la passation de pouvoir. La chancelière sortante Angela Merkel cédera alors sa place après 16 ans au pouvoir et 4 mandats. Pour l'Allemagne, c'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui avec une coalition gouvernementale inédite, une formation de centre-gauche avec les sociodémocrates, les libéraux et les écologistes, un gouvernement presque paritaire dont le programme gouvernemental est intitulé « Oser plus de progrès ». C'est donc une coalition qui promet des réformes sociales, de l'innovation, mais surtout une grande modernisation industrielle pour stopper le changement climatique. C'est également un gouvernement qui se veut très pro-européen, mais qui, dans un premier temps, devra surtout gérer la 4e vague de Covid-19 qui frappe actuellement l'Allemagne. Ce sera le baptême du feu de ce nouveau chancelier Olaf Scholz et de son gouvernement, qui veut d'ailleurs instaurer une obligation vaccinale dès l'année prochaine. Anne, bonjour. Angela Merkel a évidemment marqué à la fois la politique allemande et l'histoire de son pays en 16 ans de chancellerie. Pendant la campagne électorale, Olaf Scholz, qui n'est pas du même parti politique qu'Angela Merkel, s'est présenté comme son héritier. Faut-il s'attendre à un changement dans la continuité ? Alors c'est vrai que pour les Allemands, Olaf Scholz est tout sauf un inconnu. Le social-démocrate qui est âgé de 63 ans a commencé sa carrière en politique à la fin des années 1990. Son mentor en politique n'est autre que l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Olaf Scholz a été ministre du Travail de la première grande coalition entre les sociodémocrates et la CDU d'Angela Merkel. Il a été également ministre des Finances et vice-chancelier d'Angela Merkel dans le gouvernement sortant. C'est donc un poids lourd de la politique allemande qui rassure par son expérience et qui a réussi effectivement à se présenter tout au long de sa campagne électorale comme
le successeur naturel d'Angela Merkel, dans le sens où il incarne lui aussi une certaine stabilité. Et puis, comme la chancelière sortante, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un adepte des discours passionnés. Mais à la différence d'Angela Merkel, qui n'a pas lancé de réformes majeures pendant ses 16 ans au pouvoir, Olaf Scholz promet, lui, je vous le disais, de nombreux changements à l'Allemagne, notamment en ce qui concerne la protection du climat. Ces 4 prochaines années montreront si cette coalition feu tricolore en est effectivement capable. Anne Maillet à Berlin. Merci beaucoup Anne. Et début du vote, donc on l'a dit, à partir de 9 h heure de Berlin et de Paris au Bundestag. Plus de 3 ans maintenant après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Cette arrestation hier à Paris. Oui, l'un de ces assassins présumés aurait été arrêté. Il faut pour l'instant utiliser le conditionnel. Cet ancien membre de la garde royale était recherché en tout cas par la Turquie qui avait émis un mandat d'arrêt. Il a donc été interpellé ce mardi à Paris à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il était en partance pour Riyad. Il y a de nombreuses zones d'ombre, notamment la raison de sa présence en France. Alors que la police française vérifie toujours son identité, l'Arabie saoudite parle déjà d'erreur sur la personne. Alice Broga. L'arrestation a eu lieu mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Il s'appellerait Khalid Al-Otaibi. On le soupçonne d'être membre du commando venu de Riyad qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Il faisait partie du groupe responsable de la réception du corps ou des bouts du corps de M. Khashoggi et a priori, il ferait partie de ceux qui ont déterminé où ce corps allait être caché. Donc cet individu pourrait avoir des informations extrêmement importantes pour la justice et pour la famille. Mais l'ambassade d'Arabie saoudite à Paris affirme qu'il s'agit d'une erreur d'identité et demande sa libération dans un communiqué diffusé sur Twitter. Un mandat d'arrêt international contre cet homme et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Il a été placé en rétention judiciaire. Des vérifications sont toujours en cours sur son identité. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de cette arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad, une visite critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine de l'assassinat du journaliste. 2 semaines maintenant après la détection des premiers cas d'Omicron en Afrique du Sud, l'OMS se veut rassurante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce variant du Covid-19 ne semble pas plus dangereux que le variant Delta. Il n'y a aucune raison de penser que les vaccins ne sont pas efficaces contre lui. Le responsable des urgences de l'OMS reconnaît tout de même que les études sur lesquelles il s'appuie sont très récentes, qu'il faudra donc du temps pour le confirmer pleinement. Écoutez. Je m'attends très franchement à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations. C'est ce que nous devons mesurer et confirmer. Et nous devons également confirmer s'il y a une interruption de cette protection. Mais je m'attends à avoir une certaine protection. Et c'est pour cela que la vaccination est si importante. C'est la meilleure arme dont nous disposons actuellement. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont donc parlé pendant plus de 2 heures. L'objet de la visioconférence entre les 2 hommes hier était la situation dans l'est de l'Ukraine notamment et la crainte d'une escalade militaire dans la région. Chacun a d'ailleurs réaffirmé sa position. La Russie craint une expansion de l'OTAN à ses frontières, les États-Unis une escalade militaire russe. Le président des États-Unis a de nouveau menacé la Russie de sévères sanctions économiques, mais chacun a convenu de poursuivre le dialogue. Je propose d'écouter le conseiller de Joe Biden à la sécurité nationale.
Le président Biden a été direct avec le président Poutine, comme à son habitude. Il lui a rappelé que les États-Unis soutenaient la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Il a déclaré à Vladimir Poutine que si la Russie venait à envahir l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens répondront avec des sanctions économiques fortes. Nous fournirons du matériel de défense supplémentaire à l'Ukraine, supérieur à celui que nous lui fournissons déjà, et nous renforcerons les positions de nos alliés sur le front Est avec des moyens supplémentaires en réponse à une escalade de ce type. Au Chili, à présent, 2 personnes du même sexe pourront bientôt se marier. Oui, le Sénat chilien vient d'approuver le mariage pour tous. La loi doit encore être ratifiée et promulguée par Sebastián Piñera. Ce sera d'ailleurs peut-être l'un des derniers gestes du président chilien avant son départ. Cette adoption, elle intervient en pleine période d'entre-deux tours de l'élection présidentielle chilienne. Le 19 décembre prochain, les Chiliens devront choisir entre un candidat de gauche progressiste et un candidat d'extrême droite qui promet déjà de revenir sur cette nouvelle loi. Axel Simon. Les militants du Movil, le principal mouvement en faveur de l'égalité des homosexuels au Chili, peuvent manifester leur joie. Car mardi, le Parlement a voté en faveur du mariage entre personnes de même sexe. Après l'approbation du Sénat, la Chambre des députés s'est prononcée à 82 voix pour le mariage pour tous, 20 contre et 2 abstentions. Jusqu'à présent, les couples homosexuels pouvaient s'unir seulement par un pacte d'union civile en vigueur depuis 2015. Une avancée qui valide un projet de loi déposé en 2017 à l'initiative de la présidente socialiste d'alors, Michelle Bachelet. Ces 4 dernières années, le projet a été constamment combattu par le bloc le plus conservateur de la droite chilienne au pouvoir, mais parallèlement, il a toujours obtenu une majorité de oui à chaque étape du processus législatif, dans un Parlement dominé par l'opposition. Le président conservateur Sebastián Piñera, qui achève son mandat en mars prochain, doit encore promulguer la loi. Elle permettra aussi aux couples homosexuels mariés d'adopter des enfants. La tablette Gilgamesh, je ne sais pas si je le dis comme il faut, a été rendue à l'Irak. Oui, vous allez entendre le responsable des antiquités irakiennes. Parfait. Vous avez bien prononcé. Ce trésor archéologique vieux de 3500 ans fait partie des 3 artefacts restitués à Bagdad ce mardi. Une tablette en argile volée en 1991 pendant la première guerre du Golfe avant de partir pour le Royaume-Uni, puis les États-Unis. Cette restitution, c'était aussi l'occasion pour les autorités irakiennes de rappeler que de nombreux trésors archéologiques ont été pillés dans le pays ces 30 dernières années. Ashreen Verdian. 3 objets inestimables restitués à l'Irak par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Une tête de bélier, une tablette sumérienne et surtout cette autre tablette en argile dite de Gilgamesh, recouverte de caractères cunéiformes. Récit des aventures d'un puissant roi mésopotamien en quête d'immortalité. La tablette est considérée comme l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité. Les autorités irakiennes parlent d'un jour historique. La tablette de Gilgamesh est une tablette en argile vieille de 3500 ans où figurent des inscriptions en sumérien. Cette œuvre, le musée de la Bible de Washington l'a rendue à notre ambassade aux États-Unis. La tablette de Gilgamesh aurait été volée dans un musée irakien ou sur un site archéologique durant la guerre du Golfe en 1991. Son histoire a depuis été chaotique, décrite en septembre dernier lors de la cérémonie officielle de restitution. La tablette est apparue au Royaume-Uni en 2001. Elle a été introduite clandestinement aux États-Unis et vendue pour $50 000. De faux documents ont permis sa revente et son transport vers d'autres pays avant qu'elle ne revienne aux États-Unis. En un an, l'Irak a récupéré des États-Unis près de 18 000 pièces archéologiques, pour la plupart vieilles de 4 000 ans. Le pays souffre du pillage de ses antiquités depuis des décennies, une réalité aggravée par l'invasion américaine de 2003 et l'arrivée des djihadistes du groupe État islamique 10 ans plus tard. 8h14 ici à Paris, 7h14 en temps universel. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, bienvenue à vous. Le rappel des titres avec vous, Damien. Et Olaf Scholz s'apprête à devenir le nouveau chancelier de l'Allemagne. Ce social-démocrate doit être élu par le Bundestag dans 3 quarts d'heure. Il prendra ainsi la suite d'Angela Merkel. Son gouvernement de coalition prêtera serment ensuite dans l'après-midi et sera confronté très rapidement à un défi majeur, la flambée de Covid-19 en Allemagne.
Qui est l'homme qui a été arrêté hier à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle? Ce Saoudien, interpellé avant son embarquement pour Riyad, serait l'un des meurtriers présumés du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. On sait peu de choses sur les raisons de sa présence en France. L'Arabie Saoudite affirme que cet homme n'a aucun lien avec l'affaire, demande sa libération. La Turquie avait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Et puis les États-Unis redoutent une escalade militaire russe contre l'Ukraine. La Russie, une expansion de l'OTAN à ses frontières. Pendant plus de 2 heures, Joe Biden et Vladimir Poutine ont fait part de leurs craintes lors d'un entretien par visioconférence. Le président des États-Unis envisage des sanctions économiques fortes en cas d'escalade militaire. Le Kremlin et la Maison-Blanche ont toutefois convenu de continuer à dialoguer sur cette question de l'Ukraine.